Présidence en exercice de l'Union africaine par la République démocratique du Congo, zone de libre-échange continentale africaine, tels sont les thèmes que nous allons aborder avec la représentante de l'Union africaine en République démocratique du Congo, Madame Michelle Ndiaye Magneto. Bienvenue dans ce nouveau numéro du JT diplomatique que nous allons intégralement consacrer à la présidence en exercice de l'Union africaine qui sera assumée par la République démocratique du Congo pour la période 2021-2022. Quels en sont les défis, les enjeux? Que peut-on attendre de cette présidence? Que penser de la zone de libre-échange continentale africaine? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec notre invitée exceptionnelle, Madame Michelle Ndiaye, représentante permanente de l'Union africaine en République démocratique du Congo. Madame, bonjour. Bonjour Henri et merci pour cette invitation. C'est un privilège pour nous que de vous accueillir. L'heure est grave, devrais-je dire. C'est vrai que nous allons cette année célébrer ces 12 mois avec un pays, et pas des moindres, la République démocratique du Congo, qui va en assumer la présidence en exercice. Alors, le thème retenu, évidemment, c'est art, culture et patrimoine, un levier pour l'Afrique que nous voulons. Mais avant cela, on va faire connaissance. Chère Madame Ndiaye, je rappelle pour ceux qui nous suivent que vous avez été, et je parle sous votre contrôle, chargée des programmes au PNUD. Vous avez dirigé le secrétariat du forum Tana. Vous avez également été directrice de programme paix à l'Institut pour la paix et la sécurité, je pense à Addis Abeba, si je ne m'abuse. Vous avez également été directrice exécutive de Greenpeace Afrique, managing director du Mandela Institute for Development and Studies et également PDG de l'Institut africain pour la citoyenneté d'entreprise. Ça mérite une émission entière. Oui, tout à fait. Un concept méconnu en Afrique, très méconnu en Afrique. Très méconnu. Et last but not least, vous avez régulièrement été cité parmi les personnalités les plus influentes du continent. Je sais qu'en 2020, par exemple, vous étiez parmi les 50 personnalités les plus influentes. Vous étiez déjà présent dans le classement 2018 des 100 personnalités. Donc, nous sommes donc honorés de vous accueillir. Dreaming of a place. Anything you wish, it's rising from the ground, can light the ball around, your feelings to the world, chances to be heard. Now you feel right, now you feel fine, heading down the road. On va entrer dans le vif du sujet avec la question que tout le monde se pose finalement. Quels sont, selon vous, les véritables enjeux et défis de cette présidence en exercice de l'Union africaine par la RDC? Alors, je dirais, c'est vrai, il est important de parler d'enjeux et de défis parce qu'on vit une période très difficile avec la pandémie du Covid-19. Hein. Et je pense que comme l'a été la présidence de l'Afrique du Sud, la RDC va hériter de cette pandémie. Et donc, une des priorités, et je pense un des enjeux majeurs de notre temps aujourd'hui, c'est bien sûr la lutte et tout le programme, la stratégie continentale, la mise en œuvre de la stratégie continentale pour la riposte au Covid-19. Et je pense que beaucoup de choses ont déjà été faites en termes de formation avec le Centre de prévention et de contrôle des maladies basé à Addis Abeba, CDC Afrique, qui a permis bien sûr aux États membres d'accueillir, d'acheter sur une plateforme qui a déjà été créée, une plateforme d'achat du matériel médical, mais aussi à procéder à la formation du personnel médical
dans certains pays, dans certains États membres qui l'ont demandé. Mais je pense que la RDC va hériter, bien sûr, du débat sur le vaccin. Tout ce qui a été fait en termes d'acquisition de médicaments, de tests, 270 etc. millions de 270 doses millions de doses provisoires provisoires, déjà sur les 600 réservées. millions, sur les 600 Sur les millions 600 millions, promis. Hein. sur les 600 millions promis, mais sur les 600 millions qui permettront en fait les 60% de taux de couverture, hein, et qui permettra de développer une certaine immunité collective. En Afrique, il faudrait que 60% de la population africaine soit vaccinée. Et donc, il nous reste encore du chemin à faire, mais je trouve que c'est un début. Et donc, toute la question, toute la problématique de la vaccination va bien sûr échoir sur la table de la RDC. Et donc, c'est vraiment un des enjeux majeurs aujourd'hui. Le deuxième défi, et permettez-moi de faire le parallèle entre les défis et les enjeux, parce que je pense tout simplement que les deux vont de pair, surtout dans cette période où nous nous trouvons. C'est bien sûr la zone de libre-échange, la mise en œuvre de la zone de libre-échange qui est entrée donc en fonction le 1er janvier 2021. Et cette zone de libre-échange qui aboutit finalement avec 34 ratifications signées par les 54 pays, 53 pays, 34 qui ont déjà ratifié et donc beaucoup d'autres qui sont en cours, mais qui a suscité énormément de débats au sein de l'organisation. Pourquoi? Parce que les pays africains sont à différents niveaux de développement et donc certains pays se sont un peu sentis, ont eu des craintes d'être un peu happés dans la mouvance de cette intégration économique et de cette zone de libre-échange par les grands pays qui ont bien sûr un marché plus important, mais aussi une capacité financière, d'investissement et de se déployer, bien sûr, sur le continent. Et je voudrais dire que ce défi est important, mais je pense que les questions ont été réglées en filigrane. On pense bien sûr à la question du secteur privé africain qui est dans beaucoup de pays, qui ne se sont pas outillés à embrasser cette grande zone de libre-échange, mais aussi, je pense que ces questions ont déjà été réglées durant la phase de négociation. Parce que chaque pays a eu la possibilité d'apporter, bien sûr, les difficultés rencontrées au niveau national, au niveau de leur économie nationale, mais aussi l'impact du Covid-19 a permis un peu de voir, mais aussi de répertorier les vulnérabilités dont on ne fait pas toujours cas, parce que bien sûr, il y a le flot de l'économie et on se rend compte en fait que ces vulnérabilités sont souvent cachées. Alors, la pandémie a permis un peu de mettre en exergue cette résilience, mais aussi ces vulnérabilités. Et donc, cela a permis un peu de redonner du sens à la zone de libre-échange. Et je pense, comme on le dit, cet enjeu et bien sûr, c'est un défi, énormément de défis à relever pour qu'on arrive bien sûr à plus d'échanges entre les pays africains. On est à 18%, 16% aujourd'hui. Et l'objectif, c'est d'arriver un peu à 60% en 2035. En 2035. Alors, on dira bien sûr, les freins sont énormes au niveau bien sûr du climat des affaires, mais aussi la libre circulation des personnes. On ne peut pas faire de zone de libre-échange et avoir un marché unique dans l'avenir si on n'a pas cette mobilité entre les pays africains et entre les Africains eux-mêmes. Et je pense que c'est toutes les questions de ces restrictions et de ces freins qu'on aura bien sûr que dont la RDC va hériter, mais qui à mon humble avis, donnera bien sûr une possibilité aussi à votre pays de démontrer que c'est un grand pays qui arrive avec des ressources naturelles et bien sûr un pouvoir bien sûr de levier, un peu de servir de levier à cette discussion qui n'est pas une discussion facile au niveau de tous les organes de l'Union. Alors il faut rappeler que le sommet des chefs d'État du 6 au 7 février sera précédé par les sessions du Conseil exécutif, mais également le comité des représentants permanents. Alors, pour ceux qui ne sont pas coutumiers du mécanisme de l'Union africaine, en quoi cela consiste sur le terrain concrètement?
Alors, un sommet de l'Union africaine est constitué, bien sûr, de plusieurs séries de rencontres, de réunions, de sessions, bien sûr, pour examiner les grandes questions de l'heure. On a parlé des enjeux du moment, mais c'est d'abord des structures et des organes qui se mettent en branle pour faire en sorte que les chefs d'État aient des décisions déjà prêtes, discutées en amont au niveau du comité des représentants permanents. Ça signifie tout simplement l'ensemble des ambassadeurs accrédités. Dont vous faites partie. Non, l'ensemble des ambassadeurs accrédités à Addis Abeba, Addis Abeba, auprès de l'Union l'Union africaine. africaine. Alors, qui D'accord. constitue le comité des représentants permanents. Et ce comité est très important dans la vie de l'organisation parce qu'il permet un peu aux ambassadeurs d'être un peu la cheville ouvrière, en quelque sorte, de toutes les décisions qui doivent se prendre au niveau de la conférence des chefs d'État. Et c'est l'examen, ils ont des sous-comités, finances, affaires administratives, etc. C'est vraiment la vie de l'Union qui est passée au peigne fin, mais aussi les rapports, examinent les rapports des commissions techniques spécialisées sur les différentes thématiques de mise en œuvre de l'agenda 2063. C'est aussi le budget de l'Union, voté et discuté à travers ce comité des représentants permanents, et plusieurs autres rapports de l'année, par exemple, de 2020, qui sera présenté, et l'examen de certaines décisions qui vont aller au second niveau. Donc, j'ai parlé en aval, mais toujours en aval, au second niveau, c'est le comité exécutif qui comprend les ministres des Affaires étrangères de tous les pays. Et donc, des ambassadeurs, des représentants permanents, les décisions vont donc aller au niveau du Conseil exécutif qui les examine et prépare bien sûr des projets de résolution et des projets de décision. Dans ces projets de résolution, les décisions, le communiqué final, le cas échéant, tout cela est préparé en amont. Tout ça est préparé en amont. Et donc, en aval, en aval, on a donc la conférence des chefs d'État qui donc prend les dernières décisions. Mais avant ça, vous comprenez que durant tout ce processus, il y a bien sûr les discussions de coulisses, la diplomatie qui se met en branle, les positions des uns et des autres, à filtrer, à équilibrer, etc., etc. Et c'est tout un ballet diplomatique qui se passe. Alors, dans ce mécanisme, dans ce processus, quel est votre rôle en tant que représentante de l'UA en RDC, par exemple, et de vos collègues, finalement, qui sont également accrédités dans d'autres pays? Alors, nous, notre rôle, c'est vraiment le rôle... Moi, j'ai la chance, par exemple, d'être en RDC aujourd'hui. Et mon rôle, c'est vraiment un rôle d'accompagnement des structures mises en place par la RDC pour réussir ce mandat. Donc, c'est surtout beaucoup d'informations que je partage avec les différentes équipes, mais aussi des conseils de temps en temps sur la vie de l'Union, des informations importantes qui concernent certaines décisions, etc., que je peux partager, qui sont encore publiques, mais aussi parfois des documents dont ils ont besoin, qui permettent à la RDC, bien sûr, de peaufiner sa stratégie et de peaufiner la feuille de route du chef de l'État. Alors, je dois préciser que cela fait une année. Moins d'une année. Février prochain, donc ça va faire une année. La question que l'on peut aussi se poser, mais c'est une question récurrente qui revient, mais on va quand même la reposer. Quelle est la répartition exacte des rôles entre le président de la Commission de l'Union africaine et le président en exercice de l'Union africaine? Alors, c'est une question qui revient souvent, comme vous l'avez dit, Henri. Alors, le rôle du président en exercice a beaucoup changé. Je pense qu'il faut qu'on le replace dans un contexte historique. Et aussi la personnalité de celui qui l'assume. Exactement. Je pense que ce rôle a évolué. Il a été un rôle un peu procédural au début, parce que le président en exercice, bien sûr, préside la conférence des chefs d'État et fait en sorte que les bonnes décisions sont prises. De ce rôle, beaucoup y ont mis, bien sûr, y ont apporté un cachet particulier. Et ce rôle, donc, a évolué avec le temps et a permis, du fait, comme vous l'avez souligné,
de la personnalité du président en exercice, hein, a permis d'échanger ou de donner une impulsion à de nouvelles politiques, de nouvelles dynamiques au sein de l'organisation. Et on a vu cela évoluer. Et depuis 5 ans à peu près, lorsque l'idée de la réforme a été confiée au président Kagame, ça a complètement changé et donné une autre envergure à cette présidence, hein, où bien sûr, le président en exercice vient avec des idées bien sûr qui cadrent avec l'agenda 2063, qui est le cadre normatif, hein, qui permet à l'Union et à la Commission de mettre en œuvre les grands projets d'intégration et les grands projets fédérateurs de la Commission, de l'Union africaine. Et donc, cela a permis un peu de donner un rôle, mais aussi une ossature internationale, une visibilité, une plus grande visibilité. Alors, tout dépend de la personnalité des deux personnes qui occupent les deux positions. Et depuis 5 ans, on a vu vraiment une harmonie, hein. Les deux travaillent en bonne intelligence. L'un, bien sûr, a une représentation politique, mais aussi une possibilité d'insuffler certaines idées, certaines politiques, et l'autre, on a, comme on dit, un représentant juridique de l'organisation qui a une représentation politique, mais qui a aussi toute la charge de mener à bien la mise en œuvre des projets décidés par les chefs d'État. Donc on voit un peu un équilibre qui s'est créé au fil des temps, et c'est pour ça que c'est important de replacer ce rôle dans une perspective historique, parce qu'il a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, on le voit avec l'exemple de la RDC, où bien sûr on a les 9 piliers du chef de l'État qui viennent cadrer bien sûr avec ce qui a été fait par ses pairs. Et on a parlé des enjeux tout à l'heure en introduction, des différents enjeux, la riposte à la pandémie du Covid-19, la mise en œuvre de la ZLECAf, mais aussi la paix et la sécurité. On a des enjeux énormes. Alors, précisément, j'allais y venir, mais avant cela, revenons sur le thème, hein, art, culture et patrimoine, levier pour l'édification de l'Afrique que nous voulons. À l'heure de la Covid-19, disons les choses très simplement, est-ce que c'est une thématique réaliste, alors que tous les efforts devraient être concentrés précisément vers une éradication de cette pandémie? Est-ce que là, pour le coup, les choses pourraient évoluer, ou est-ce qu'on resterait quand même sur cette thématique qui pourrait être beaucoup plus... C'est vrai qu'on me posait la question plusieurs fois depuis que le thème de l'année a été publié. Mais je dirais tout simplement, rien de grand ne s'est fait dans ce monde sans passion, disait Engels. Je pense que rien de grand ne se fera en ce qui concerne l'intégration africaine sans ce socle, cet héritage culturel qui est un ensemble de valeurs partagées, mais aussi un ensemble de traits distinctifs, hein, culturels, mais aussi matériels, qui fait qu'on a une Afrique. Et je pense que ce socle est important parce qu'il permet un ancrage. Et sans cet ancrage, on n'a pas cette conscience d'appartenance, hein, qui nous permet d'avoir un projet fédérateur. La ZLECAf, je prends l'exemple de la ZLECAf. Si on veut réellement faire avancer l'intégration économique en Afrique, hein, on doit se reposer sur un cadre. Et ce cadre, c'est ce patrimoine culturel qui fait de nous une Afrique qui doit être unie, qui partage des valeurs, hein, et on les appelle souvent au sein de l'Union les valeurs partagées, mais c'est aussi une Afrique qui se projette sur le monde. Et ça, c'est important. Je pense que la culture est au début et à la fin de tout. Mais ce thème particulièrement permet aussi de célébrer un tout petit peu l'apport des industries productives, hein, culturelles et productives, à l'avancement de l'agenda 2063. Alors, comme on dit, culture et développement vont de pair. Je pense que malgré tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est important, et même quand on regarde la riposte contre la pandémie du Covid-19, il est important de voir comment les pays africains ont réagi.
Et c'est comme un regain de souveraineté qu'on a eu, parce que bien sûr, on était habitué à recevoir des dons de l'extérieur, mais on a vu une Afrique debout, qui a fait appel à ses ressources intrinsèques et qui a fait face à la pandémie. Ça, c'est la culture. Ça, c'est le patrimoine. Il faudrait qu'on le célèbre dans tout ce que nous faisons, tous les jours, dans les actions que nous prenons envers les populations. Donc, ce thème n'est pas en déphasage du tout, D'accord, au contraire. au contraire, avec ce qui se passe aujourd'hui. Dreaming of a place, anything you wish, it's rising from the ground, can light the ball around, your feelings to the world, chances to be heard. Now you feel right, now you feel fine, heading down the road till you get by the sun. Alors, on va clôturer avec le dossier sécuritaire, parce que c'est aussi un enjeu important. Le Tigré, Darfour, le Sahel, la Centrafrique, le Sahara occidental. Est-ce que l'Union africaine a aujourd'hui la capacité à la fois politique et diplomatique pour agir efficacement, ou est-ce qu'au contraire, il vaut mieux s'en remettre à l'ONU? Votre avis, Madame la représentante? Alors, je pense que votre question, en fait, dénote un peu ce que tout le monde pense des capacités de médiation et de résolution des conflits au niveau de l'organisation. Mais lorsqu'on regarde par le passé toutes les actions qui ont été menées, à part bien sûr quelques difficultés qu'on a eues avec le cas libyen, qui a bien sûr été le cas qui a mis un peu en doute les capacités de l'Union à résoudre les conflits sur le continent. C'est dommage que ce conflit ait été un peu l'épée de Damoclès qui plane sur l'Union. J'aimerais dire que la paix et la sécurité est du ressort de la communauté internationale. Et lorsque l'Afrique se positionne comme acteur avec des outils, mais aussi des moyens qu'ils sont en train de mettre en œuvre à travers le déploiement de leurs troupes, mais aussi à travers les bons offices et la médiation, il est important de regarder ça sous l'angle des valeurs, sous l'angle du partenariat entre la communauté internationale et le continent africain, et en particulier l'Union africaine. Et dans ce domaine, c'est bien sûr, les prérogatives restent à la communauté internationale. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la paix et la sécurité sont du ressort de la communauté internationale. Mais il est important que l'Union africaine apporte, bien sûr, à travers sa doctrine de solution africaine au conflit, apporte sa pièce à l'édifice. Et ce faisant, on a un partenariat, un cadre de dialogue avec les Nations Unies qui permettent bien sûr à l'Union africaine de se déployer quand c'est nécessaire, quand l'avantage comparatif lui permet de se déployer en termes de médiation ou en termes d'opérations de soutien à la paix, mais aussi permettre aux Nations Unies de faire leur travail et de travailler en bonne intelligence avec les différentes institutions des Nations Unies. Voilà un peu le cadre dans lequel on travaille. Alors, il est arrivé très souvent que le chapitre 8 donne la possibilité aux organisations régionales, comme la FIB avec la SADC, d'intervenir dans un pays. Le comité défense et sécurité. Défense de sécurité. Et donc là, voilà un peu les enjeux. Donc sur le plan politique et diplomatique, rien ne se fait aujourd'hui sans consulter l'Union africaine. Et je pense que ça, c'est très important. Je pense que la vision ou l'impression que les déboires de la Libye ont créé se dissipe petit à petit. Aujourd'hui, l'Union africaine s'affirme en tant qu'acteur avec une doctrine qui est bien étoffée
et qui, bien sûr, a encore quelques lacunes, mais cela lui permet de poser des gestes sur le plan international, mais aussi d'être consulté lorsqu'il s'agit de conflits africains. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Michèle Ndiaye. Je rappelle, vous êtes la représentante de l'Union africaine en République démocratique du Congo. Merci infiniment de nous avoir honorés de votre présence. Quant à moi, eh bien, nous nous retrouvons dans quelques semaines avec d'autres invités et d'autres sujets. Surtout, restez connectés. À la prochaine. Vous l'aurez compris, les sujets restent nombreux et nous ne pourrons pas les épuiser en une seule émission. Nous y reviendrons très prochainement à l'occasion d'autres émissions. À très bientôt.